Alors, salut tout le monde. Alors oui, nouvelle édition de Dimanche on lit avec Denis Trudel. Ici, c'est l'émission du 26 octobre. Écoutez, on a encore, comme d'habitude, une émission hyper intéressante. Ça ne sera pas des romans, c'est des essais cette semaine. Alors, en deuxième partie d'émission, on va recevoir Alain Saunier, l'ancien directeur de l'information à Radio-Canada, qui a écrit un truc qui s'appelle « Tenir tête aux géants du web », qui fait suite à son autre truc qu'il avait écrit, qui s'appelait « Les barbares numériques » il y a 2-3 ans, qui est comme une revisitation du même thème, à l'époque des GAFAM, de Google, Netflix et autres qui envahissent, puis essayer que la culture francophone fasse sa place sur les réseaux, le français et tout. C'est un enjeu hyper important. Donc, on va le recevoir en deuxième partie d'émission. En première partie d'émission, je reçois un ami, en fait, quelqu'un que j'ai côtoyé quand j'étais député, c'est un monsieur qui s'appelle Raphaël Derry, qui est tellement de choses, en fait, que ça va être trop long de le dire, mais surtout qu'il est président fondateur de la Fédération intercoopérative en habitation de l'Ouest du Québec, la FIAB. Mais il a écrit un livre qui s'appelle « Changer le monde, une coop à la fois ». Alors, on va parler des coops, on va parler de logement, de la crise du logement, de toutes ces affaires-là qui sont hyper intéressantes. Alors, ça va être super intéressant. Raphaël est avec nous en studio. Alors, comme d'habitude, je suis avec Jean-Yves Lemay, mon mentor, à la mise en ondes, en collaboration avec la librairie à lire, qui est à 3 portes d'ici. Les livres vont être disponibles, s'ils ne le sont pas déjà, à la librairie à lire cette semaine. Alors, installez-vous, prenez votre café. On va jaser de ça pendant une bonne heure. On va jaser encore de livres, puis ça va être super intéressant. 2 invités super intéressants. Alors, à tantôt. Alors oui, donc de retour, merci d'être là. J'espère que votre café est bon, que vous êtes bien installé, que vous êtes prêts. Alors, Raphaël Derry, comment ça va? Ça va très bien. Merci de l'invitation, Denis. Bien, merci à toi de t'être déplacé. Raphaël, quand même, tu n'habites pas ici, tu habites en Outaouais. Tu habites pas à Gatineau. Rappelle-moi la ville où tu habites. À Gatineau, en fait. Alors, tu es factuellement exact. Là. C'est Gatineau, alors le secteur Hall. Là. OK, tu es dans le coin de Hall. Bon. Oui. Raphaël, tu as plusieurs chapeaux. Hein? En fait, tu es membre du Barreau du Québec. Tu es, comme je le disais tantôt, fondateur de la Fédération intercoopérative en habitation de l'Ouest du Québec. Impliqué dans plusieurs organismes coopératifs comme la Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides, la Caisse des jardins de Hall-Elmer. Tu as reçu en 2019 le prix Magellan Saint-Pierre du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité pour souligner ta contribution exceptionnelle au mouvement coopératif à titre de jeune coopérateur de 35 ans et moins. Tu n'as plus 35 ans et moins. Mais non, en 2019, j'avais 35 ans et moins, mais là, le temps a filé. Bon, Raphaël, pour la petite histoire, moi, je l'ai connu... On a pas mal collaboré ensemble dans mes années de député. Comme vous le savez peut-être, j'étais porte-parole de mon parti à Ottawa pour la solidarité sociale, donc le logement. Donc, tout le monde sait qu'il y a une crise du logement, que c'est grave et tout. Alors, Raphaël est très impliqué dans le mouvement coopératif, puis on a eu des discussions ensemble, on s'est rencontrés dans des colloques, toutes sortes de colloques à travers le Québec, à travers les années. Donc, on est, sans être des amis, on est des proches, on est des collaborateurs. Fait que je suis très content quand j'ai vu que tu avais écrit ton livre, Raphaël. Alors, Changer le monde, une coop à la fois. C'est intéressant, tu racontes, tout a été élevé dans une coop. C'est ça, en fait, hein? Oui. Ben oui. C'est ça, en fait. Dans les années 80, quand j'avais à peu près j'avais 5 ans, ma famille est partie de la vallée de la Gatineau. Le contexte économique était très difficile dans la vallée de la Gatineau à ce moment-là. Et puis, on a déménagé dans le secteur Hall, dans le Mont-Bleu, en fait, maintenant à Gatineau. Et puis, dans une coopérative d'habitation. Puis là, j'ai vu mes parents s'impliquer. C'est une belle coop. Là, c'est des maisons en rangée. On est bordé par le parc de la Gatineau. Fait qu'on a un environnement d'une très grande quiétude avec plein de services de proximité. Donc, un très, très bel endroit. Puis les gens étaient tellement une grande gentillesse. Puis les valeurs coopératives étaient bien comprises par les membres de la coopérative. Puis même chez les jeunes, on nous inculquait ça assez rapidement sur l'idée d'avoir des projets, de proposer des projets, d'entendre les projets des autres enfants aussi de la coopérative. Donc, on apprenait la délibération, la solidarité, puis la responsabilisation aussi. Moi, j'ai trouvé ça fantastique parce que suffit pas que d'avoir de bonnes idées. Comment on fait pour aller trouver l'argent pour le faire? Bon, on va vendre des hot dogs, on va faire un lavoto. C'est le fun quand même. Oui. Donc, il y avait une façon d'avoir aussi de l'entrepreneuriat dans tout ça. Là. OK. Donc, tu as été élevé là-dedans. Donc, tu es comme un peu comme Obélix. Tu es né dedans quand tu étais petit. Donc, après ça... J'espère pas avoir le même poids qu'Obélix, par contre. Non, je te confirme, tu n'as pas le même poids, Raphaël. Donc,
Puis là, aujourd'hui, on est là-dedans. T'es président d'une coopérative. T'habites encore dans une coopérative? T'habites encore dans la même coopérative de ton enfance? Enraciné comme ça. Je voyage un peu plus que quand j'étais enfant, mais oui, effectivement, moi, quand mon ex-épouse et moi, on a décidé d'avoir des enfants, on a décidé d'aller vivre dans cette coopérative-là. On a été accueillis très bien aussi. Et puis là, aujourd'hui, donc, nos enfants grandissent là. À la même place que toi, tu as grandi. Oui. Bon. Puis là, à travers ça, bon, tu fais pas juste... Toi, donc, tu vis le modèle coopératif au quotidien, mais tu es aussi impliqué. C'est ton travail maintenant. Tu représentes les coopératives. Exactement. Alors moi, quand j'étais président de la coopérative, donc il y a quelques années de ça, on n'avait pas de fédération régionale et puis ça voulait dire concrètement que notre coopérative était un peu isolée des autres coopératives d'habitation et ça nous... c'était un réel handicap là, parce qu'on ne savait pas ce qui se passait concrètement avec les politiques gouvernementales, la réglementation qui pouvait changer. On n'avait aucune information qui descendait vers nous. Alors moi, je suis l'instigateur de la fédération. À ce moment-là, on a réuni des coopératives de différents secteurs de la ville de Gatineau, puis d'ailleurs aussi dans la région de l'Outaouais. Et on a fédéré tout ce beau monde-là. Okay. Et puis moi, je suis devenu le directeur général de cette fédération-là par la suite. Puis qu'est-ce que ça amène concrètement? Bon, allons-y par la base. Mettons, la différence entre une coopérative et un logement social, par exemple. Oui. Ça, tu peux-tu nous partir là-dessus pour que les gens comprennent bien qu'est-ce que ça veut dire exactement une coopérative d'habitation? Bien, concrètement, il y a plusieurs définitions, là, mais concrètement, on a toujours convenu que le logement social, c'était du logement qui était financé par l'État et qui était géré aussi par l'État, souvent par des offices d'habitation. Ouais. Les coopératives, elles sont autogouvernées. Hein? Ce sont les résidents de la coopérative d'habitation qui vont assumer le pouvoir, qui vont prendre les décisions sur le coût du loyer, la planification en entretien, sur la sélection des membres. Sur la vie associative. Et ensuite, on se distribue aussi des tâches pour faire fonctionner la coopérative. Donc, collecte des loyers, le type d'entretien qu'on fait, est-ce qu'on peut nettoyer les rampes ensemble plutôt que d'embaucher quelqu'un qui va le faire? Est-ce qu'on peut se partager cette responsabilité-là pour économiser des coûts? T'sais? OK. Alors, c'est une des grandes différences. Alors que dans le logement social, quand c'est un office d'habitation, bien, il peut y avoir une vie associative. Les OMH, maintenant, ont travaillé fort pour avoir une vie associative dans leurs offices respectifs, mais la réalité reste quand même que c'est géré par un office d'habitation, puis les locataires peuvent avoir un mot à dire, mais c'est pas eux qui prennent la décision ultimement sur comment est gouverné leur office puis leur logement. Super intéressant, Raphaël. On doit malheureusement aller à la pause, alors tout le monde peut vous servir un café. On revient dans 2 minutes avec Raphaël Derry. On va parler de ce sujet hyper passionnant. À tantôt, gang! Alors, de retour avec Raphaël Derry pour son livre « Changer le monde, une coop à la fois ». Bon, pourquoi ce livre-là, d'ailleurs? Allons-y dans le truc. Là, tu nous as parlé un peu de qu'est-ce que c'est de vivre dans une coopérative. Tu le vis toi-même, la différence entre un logement social et une coopérative. Alors, pourquoi tu as senti le besoin d'écrire un livre où tu donnes la parole à des gens qui vivent ça au quotidien comme toi, là? Exact. Hey, ça, c'est la grande question. Moi, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bien, parce que ça a changé mon monde à moi. Okay. Ma coop d'habitation a changé mon monde, puis... quand j'étais en droit à l'Université d'Ottawa, en droit des affaires, on s'est intéressé aux sociétés à capital action, on s'est intéressé aux sociétés en nom collectif, on s'est intéressé aux entreprises individuelles. Mais quand il est venu le temps de parler de coopérative, il n'y avait rien qui se passait là-dessus. Alors moi, j'ai demandé à mon prof, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de coopérative, de droit des coopératives? Puis moi, il m'a dit, c'est juste 1% des entreprises. Mais Boswell, c'est tout un 1% des entreprises. C'est tout un 1%. Le chiffre d'affaires de Desjardins, qui est la plus grande institution financière, Denis, la plus grande institution financière au Québec, c'est pas une banque privée, c'est une coopérative financière. C'est majeur comme différence. La société distincte, on la vit, ne serait-ce qu'avec ça. T'sais. Tout à fait. Le milieu agricole au Québec, on l'a organisé essentiellement sous la forme coopérative avec la coop fédérée devenue Solio, avec AgroPur aujourd'hui. Il y a tellement de distinctions. Dans le livre, j'explore aussi les coopératives électriques. Je ne sais pas si tu as noté ça. Mm-hmm. C'est fascinant. Maurice Duplessis voulait tellement rien savoir de la nationalisation de l'électricité. Oui. Lui, il a financé des coopératives dans les communautés rurales du Québec pour s'assurer qu'il y ait de l'électrification qui se fasse, mais que ce ne soit pas Hydro-Québec qui la fasse. Donc, c'est des coops qui ont été mises sur pied. Il y a toute une distinction. Des coopératives funéraires aussi, tu en parles dans ton livre? Tu donnes la parole à des gens qui sont impliqués là-dedans, oui. Exactement, qui ont fait reculer le coût dans le marché funéraire de 20 % puis qui nous a permis de repousser l'envahisseur américain
du marché funéraire, le marché privé. Il y a tellement de distinctions qu'on peut avoir, puis je ne comprenais pas et je ne comprends pas encore à ce jour pourquoi on ne parle pas pourquoi on parle pas autant du fait que le mouvement coopératif a bâti le Québec d'aujourd'hui. Puis, tu sais, je pourrais te nommer, je sais que tu t'intéresses à la chose politique, mais dans les années 90, quand il y a eu la commission Bélanger-Campeau, Claude Bélan, qui était PDG du mouvement de la Confédération de Desjardins à l'époque, siégeait sur la commission Bélanger-Campeau et a demandé aux membres, aux sociétaires des caisses, qu'est-ce qu'ils pensaient du statut du Québec, de l'avenir constitutionnel du Québec. Alors, on avait une institution financière qui avait aussi un rôle politique à assumer. Et c'est ça la beauté aussi du mouvement coopératif, c'est qu'on a un projet qui est porteur aussi. Puis je ne parle pas de politique partisane, mais on a un projet qui est porteur d'émancipation puis d'autodétermination des communautés. On est là pour faire en sorte que les communautés aient une emprise sur leur développement. Mm-hmm. Puis tu le vois aussi parce que il y a une des personnes qui écrivent une partie du livre ici qui sont impliquées aussi dans des coopératives dans le nord du Québec. Et ça a l'air être très important. S'il n'y avait pas les coopératives, les gens auraient de la difficulté à obtenir des denrées, tout ce qui fait la différence, même au niveau de la santé. Il y a des coopératives de santé, des gens qui vont soigner des gens dans le nord, dans les petites communautés, un peu partout dans le Nouveau-Québec. Et s'il n'y avait pas ça, ça n'existerait juste pas. Il n'y en aurait pas de service. C'est fascinant, toute cette portion-là du livre. Je vous invite notamment à regarder cette portion-là. Mais là, on parle d'autodétermination et on regarde comment ça s'effectue concrètement. Concrètement, bien oui, c'est très intéressant. Chacune des 14 communautés du nord du Québec, que ce soit les Cris, les Inuits, ont leur coopérative. Et donc, on a des communautés qui ont... et chacune de ces coopératives-là offre des services, effectivement, des denrées alimentaires, des services, de l'hôtellerie, l'essence, et ils sont regroupés à l'intérieur d'une fédération qui est là pour agir comme distributeur de chacune de ces coopératives-là. C'est tout un modèle d'affaires que les Inuits et les Cris ont réussi à mettre sur pied. Donc, moi, je regarde ça, je trouve qu'on a de l'éducation à faire pour comprendre comment ils fonctionnent, puis comment c'est bénéfique. On parle de centaines d'emplois qui appartiennent, qui font vivre là, les communautés du nord du Québec. Là. OK. Puis c'est combien... As-tu un chiffre, combien de coopératives on a au Québec? On dit c'est 1 % des entreprises, mais ça implique beaucoup, beaucoup de gens. On parlait de Desjardins, mais il y a autre chose quand même. Oui, alors c'est 3000 entreprises coopératives. 3000 entreprises coopératives au Québec. Dont 1300 coops d'habitation. Wow. Souvent, les coops d'habitation, c'est des plus petites. Là, au Québec, là, on en a à peu près pour 22 unités en moyenne. Okay. Dans le reste du Canada, on parle d'une 50aine d'unités en moyenne. C'est ça. Dans le reste du Canada, c'est des plus grosses coopératives. Je pense qu'il y en a moins, mais ils sont plus grosses, c'est ça? En fait, on a 50 des coops d'habitation au Canada. Juste au Québec. Ah oui, c'est ça, c'est fou. Mais donc, c'est ça. Effectivement, nous, on a peut-être un travail de consolidation à faire parce que nos projets coopératifs sont de très petite taille et on voit qu'il y a une forme d'essoufflement chez les bénévoles souvent. Là, donc, on a une consolidation à faire. Ceci dit, on veut garder le côté humain. Moi, quand je fais des voyages à l'extérieur du Québec, en Europe, par exemple, ce qu'on constate, c'est que notre capacité au Québec à garder une proximité, faut la protéger, cette proximité-là. Là. Très intéressant. Raphaël, il faut encore aller à la pause. Pause francophone, comme d'habitude. Alors, reprenez-vous donc un autre café, un autre refill de café. Et on se retrouve dans 2 minutes. À tantôt. Oui, bonjour tout le monde. Alors, donc, mon animateur et mentor, Jean-Yves, me fait passer de ne pas taper sur la table quand je suis content, parce que ça fait résonner les micros. Fait que je m'excuse à la maison pour ceux qui étaient en train de prendre une gorgée de café, puis qui ont sauté, puis qui se sont ébouillantés avec leur café. On peut prendre un verre d'eau aussi, hein, à la maison. Ça va être mieux, peut-être après 4. Alors, Raphaël, écoute, il nous reste juste un dernier bloc de 6 minutes. Écoute, j'aurais le goût de te lancer. Toi et moi, on s'est rencontrés beaucoup, comme je disais, dans des colloques sur le logement hein, pendant les années que j'étais. En quoi les coops, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce modèle-là devienne plus important? Puis quel rôle il peut jouer, en fait, dans la crise du logement actuel? C'est quand même pas... Parce qu'il faut s'impliquer. Dans une coopérative, il faut que les gens s'impliquent. Donc, c'est pas
pour tout le monde qui est en besoin impérieux de logement au Québec. C'est pas tout le monde qui a envie de passer quelques heures par semaine, aller faire des réunions pour décider quelle couleur on va peinturer les corridors ou faire des décisions sur... Alors, quelle est la part, tu penses, que comment les coops peuvent venir faire une différence dans cette crise-là, qu'on vit en ce moment, le manque de logement? Puis, quelle est la différence par rapport à d'autres types de logements? Là, je te lance un peu là-dedans sur la crise du logement. Là. Bon. En fait, il y a beaucoup de choses dans ta prémisse. Ouais. En fait, dans le contexte de crise du logement, puis dans le contexte où le souhait dans le mouvement coopératif, c'est que tout le monde ait accès à un logement et qu'il y ait de l'emprise sur sa destinée, là, Ouais. sur les prises de décision. Moi, je plaide quand même pour une forme de changement d'échelle dans ce qu'on peut générer comme type de logement coopératif au Québec. Donc, d'avoir des projets qui soient un peu plus grands. Okay. Puis, on est dans une situation où on a une crise sociale au Québec qui est majeure. On a de la difficulté à s'attacher à des projets collectifs. Présentement, c'est assez particulier. On est dans une ère d'individualisme. Alors, c'est sûr que si je vous dis, vous allez déménager dans une coopérative d'habitation, puis vous allez passer la mop à chaque jour, vous allez peinturer les logements de vos voisins, vous allez réparer les toilettes, je vous le dis, on n'ira pas chercher des tonnes de candidatures. Non, effectivement. Alors, moi, je pense que notre objectif, c'est d'y aller quand même pour un plus grand volume de logements coopératifs et d'avoir une forme de professionnalisation dans les services, dans les coopératives. Et ça va permettre à tout le monde au moins d'avoir accès à un logement et de pouvoir participer aux prises de décision. Quand vous allez chez Desjardins puis vous ouvrez un compte, c'est pas vrai qu'on vous demande de faire la tenue de livre, la caisse. Là. On vous permet, par contre, d'aller aux assemblées, de prendre parole aux assemblées et de voter sur les décisions, puis d'être élu sur le conseil d'administration de la Caisse. Donc, c'est la même chose pour les coops funéraires. On ne vous demande pas de devenir croque-mort. Là. On vous demande... Non. mais vous avez le droit. Tu ne fabriques pas des tombes là, quand tu es dans une coop funéraire. Là, alors, pour les coops d'habitation, moi, je pense qu'on doit opérer un changement d'échelle tranquillement aussi pour permettre aux gens de jouir de leur logement, de bénéficier de la quiétude d'un logement sans avoir immensément de contraintes physiques là, dans l'implication puis dans l'engagement. Oui, parce que, bon, dans une coop, comme dans certains OBNL d'habitation, l'enjeu, c'est du hors-marché. On garantit une abordabilité et c'est pérenne, là, d'une certaine façon. Je pense que ça augmente à peu près au niveau du coût de la vie, mais pas plus que ça. C'est pas privé, ça appartient à tout le monde. Donc, on peut se voter en gang des augmentations de salaire si c'est nécessaire parce qu'il faut faire le toit ou peu importe les travaux qu'il y a à faire sur l'édifice. C'est comme ça que ça fonctionne, non? Exactement. Mais la beauté, là, c'est que quand on est capable d'avoir un grand volume hors marché, comme à Vienne, où c'est 60% du hors marché, ça fait une immense différence dans la capacité financière des gens dans le quotidien. C'est de l'argent qui va dans le divertissement, dans la restauration. On peut avoir des projets de société beaucoup plus grands quand les gens ne payent pas trop d'argent de leurs revenus en loyer. Là. Mais présentement, c'est ça qu'on connaît. Comment ça se matérialise, la crise du logement, présentement, c'est qu'on est de plus en plus égorgé par le coût du loyer. Des gens qui payent 40, 50, 70, 80 de leur revenu pour se loger. En 10 ans, la situation, ça s'aggravait, là, mais en 10 ans, c'est devenu une catastrophe sociale majeure. Là. Tout à fait. Ça prend un plan Marshall. Comment, justement, toi, là, il nous reste à peu près 1 minute et demie, Raphaël, en dehors du mouvement comparatif, tes solutions rapides pour solutionner la crise du logement au Québec en ce moment? Bien, en fait, il faut apprendre, il faut maîtriser notre histoire collective, notamment sur le développement des coopératives, parce qu'on l'exclut trop souvent, ce modèle-là. Effectivement. Faut en parler quand il y a du reprenariat. Il y a plein d'entreprises capitalistes, là, présentement, qui sont en fin de vie parce que les propriétaires veulent prendre leur retraite, puis on ne sait pas comment l'entreprise va maintenir ses activités après le départ des propriétaires. Mais pourquoi est-ce que les travailleurs de ces entreprises-là ne pourraient pas bénéficier d'une aide gouvernementale, par exemple, mais ne pourraient pas bénéficier d'un reprenariat? C'est eux qui connaissent le mieux la réalité de l'entreprise. Donc, moi, je pense que ça, c'est une des formes d'aide qu'on peut avoir pour s'assurer que les coops prennent un bel envol. Raphaël Derry, merci infiniment. Je rappelle à tout le monde,
Son livre « Changer le monde, une coop à la fois ». Je pense que Raphaël vient de faire un bon plaidoyer en faveur des coops d'habitation. Ça en prend plus au Québec. Alors, pour contrer la crise du logement, ça, je pense que c'est un modèle qui pourrait être très, très inspirant. Alors, je vous invite à vous le procurer, comme je vous l'ai dit, à la librairie à lire, juste à côté, à 3 portes d'ici. Ce livre-là va être disponible. Merci, Raphaël. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, pour les gens à la maison, on peut prendre un verre d'eau, OK, pour un autre café. On est de retour dans 2 minutes avec Alain Saunier. À tantôt. Merci. FM 103.3